Bonsoir, bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre sur Télésud. Le 22 novembre prochain, le Burkina Faso organise un double scrutin présidentiel et législatif. Dans l'élection présidentielle, le président Roch Marc Christian Kaboré fait face à 12 autres candidats dans cette course à ce second mandat. Nous recevons Moussa Ouedraogo, le directeur de campagne MPP France. Le MPP, c'est le parti du président Roch Marc Christian Kaboré. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes dans la dernière ligne droite de l'élection. C'est dimanche, donc, cette présidentielle. Est-ce que vous avez des remontées du terrain? Oui, effectivement, nous sommes en parfaite connexion avec le terrain là-bas. C'est vrai que nous sommes en France, mais nous participons aussi à la campagne au Burkina d'une manière ou d'une autre. Actuellement, le président a quasiment parcouru toutes les régions. Il reste 3 régions à parcourir. Oui. Et le vendredi, on aura le grand meeting de clôture. J'ai entendu vos partisans dire que probablement que nous irons vers le chaos. Autrement dit, une victoire du président dès le premier tour. Est-ce que c'est envisageable, raisonnablement? Oui, alors c'est très envisageable parce que quand on regarde aujourd'hui, les forces politiques au Burkina Faso n'ont pas changé. C'est les mêmes forces politiques. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que chez nos adversaires, par exemple, il y a eu pas mal d'implosions. Prenons par exemple le cas de l'UPC, qui était la première force d'opposition en 2015. Mais qu'il est toujours, non? Non, ça se discute un peu parce qu'en 2018, nous avons eu une dizaine de députés UPC qui sont partis de leur parti. Donc, que vous avez racheté à coups de millions. Non, c'est pas vrai. De toute façon, c'était un problème interne entre eux. Nous, on ne rachète pas un partisan quelconque à coups de millions. Non, on ne connaît pas ça, cette pratique chez nous. Ah bon. Et donc, vous étiez en train de m'expliquer l'implosion de l'UPC. Oui, alors il y a une implosion et ce n'est pas que ça, parce que rien qu'aussi en début de campagne, il y a pas mal de tenants, par exemple, de ce parti qui sont partis. Et le directeur de campagne, par exemple, de Zéphirin en 2015 est parti et nous a rejoints. Et l'un dans l'autre, tout ceci a ajouté à notre bilan, fait que mathématiquement, pour moi, le problème ne se pose pas. Et même le score de ces élections seront en fait plus importants que le score de 2015. Pas que cela, même chez aussi les autres partis censés, en tout cas, faire illusion comme le CDP. Il y a que des implosions à gauche, à droite. Donc, je ne veux pas dire que je compte en fait sur les devoirs de l'autre pour gagner. Mais non, c'est l'un dans l'autre, en plus de notre bilan. C'est évident qu'on va gagner en 2015. Monsieur Ouedraogo, objectivement parlant, nous parlons là d'une présidentielle dans laquelle il y a 12 candidats en face du candidat que vous soutenez, donc le président au pouvoir. Et vous êtes en train de me dire là maintenant que, quoi qu'il arrive, le président Roch Marc Christian Kaboré pourrait gagner les élections dès le premier tour parce qu'il aurait un bilan qui plaît dans sa faveur et parce que les adversaires en face ne pèsent pas grand-chose. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Et au-delà quand vous me citez les 12 candidats, si on enlève 2, 3, 4 candidats, j'aurais même du mal à vous les citer. C'est pour vous dire que c'est des candidatures de posture, mais en réalité, on n'a que 2, 3 candidats comme ça qui vont réellement aux élections. Si vous avez peut-être un peu même fait des recherches, vous avez dû voir que c'est insignifiant, c'est vraiment des candidatures de posture. Et pourquoi le président fait-il campagne si l'élection était gagnée d'avance, comme vous êtes en train de me le dire? Non, parce qu'il faut expliquer, je ne dis pas que c'est gagné d'avance, mais il faut expliquer le bilan. Et aussi, vu les devoirs des autres, vous posez une question, donc je vais devoir de vous répondre, mais ce n'est pas gagné d'avance. Mais scientifiquement, quand on regarde, c'était comme si c'était gagné. Moi, j'ai parlé au camp d'en face, évidemment. J'ai parlé à des opposants au président. Est-ce que vous avez entendu Zéphirin Diabré ces derniers jours sur le bilan du président Roch Marc Christian Kaboré?
Alors, je ne l'ai pas entendu, je dirais même que je n'ai peut-être pas besoin de l'entendre parce qu'ils sont dans un rôle d'opposition qui font que je n'attends pas qu'ils disent des éléments reluisants concernant notre bilan. Mais il a dit, je peux vous le lire, il a dit lutte contre l'insécurité 0 sur 20, réconciliation nationale 0 sur 20, promotion de la femme 0 sur 20, lutte contre la corruption 0 sur 20. Alors, sur tous les points dont vous venez de citer, en dehors de l'insécurité où je dirais que nous avons 14, 15 sur 20, les autres, nous avons des notes de 18 sur 20. Et je vais vous les expliquer. Allez-y rapidement. Prenez, par exemple, la corruption. Oui. La corruption, nous avons créé, par exemple, au Burkina, 2 pôles de lutte contre les crimes économiques et financiers au Burkina. Au tribunal de grande instance de Bobo et celui de Ouagadougou. Il y a aussi la nouvelle loi sur les délits d'apparence. À ce jour, nous avons eu, parce que ces outils, on aurait pu dire que c'était du folklore, mais ces outils fonctionnent réellement parce que nous avons, par exemple, un ministre qui est parti en prison pour un délit d'apparence. Quelqu'un que vous avez livré en pâture parce qu'il n'était plus d'accord avec votre camp. Non, mais c'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. Il est toujours, le ministre en question est toujours de notre camp, il est de notre parti, il est... Non, ce n'est pas, c'est pas vrai. Et donc, pour revenir encore sur les autres points où il a donné des notes, prenons par exemple le cas de la santé de la femme. Aujourd'hui, au Burkina Faso, vous prenez les soins des enfants, c'est-à-dire de 0 à 5 ans, tous les enfants se soignent gratuitement au Burkina Faso. Les actes médicaux posés sur la femme enceinte. Nous avons eu un total de 53 millions d'actes médicaux menés sur la femme enceinte pour un coût de 100 milliards. C'est pour dire qu'au niveau de la santé, il y a un grand travail qui est fait. Et d'ailleurs, cela a permis à notre indice de développement humain de s'améliorer. Parce que quand nous sommes arrivés, il était de l'ordre de 0,3. Aujourd'hui, il est des 0,4. C'est vrai que, bon, comme on dit, l'étalon, c'est autour des 0,7, mais il y a quand même eu une amélioration parce que nous avons travaillé sur les indicateurs de cet IDH-là. Vous pensez qu'il fait preuve de mauvaise foi ? Alors, je n'irai pas jusque-là, mais il est dans son rôle d'opposition. Nous n'entendons pas qu'il dise des choses reluisantes sur nous, mais nous pouvons expliquer ce que nous avons fait et sur tous les points qu'il a donnés, point par point. La corruption, je venais de vous les citer. Au niveau de la santé, je viens de vous le... Parlons de cohésion. Et la sécurité. Et l'insécurité, vous vous rendez compte, il y aura une présidentielle le 22 novembre prochain dans votre pays, 1500 villages ne pourront pas voter. Oui, je viendrai sur l'insécurité parce qu'il a donné 3 notes, j'en ai expliqué 2. Il reste la 3e note sur la cohésion sociale. Si vous regardez, en fait, pas le bilan, mais même le programme du président, dès le premier trimestre janvier 2021, il amorce les assises en fait sur le processus de réconciliation nationale. Pourquoi il ne l'a pas fait il y a 5 ans ? C'est pas qu'il ne l'a pas fait, il l'a fait. Les outils sont là. C'est que c'est l'opérationnalisation qui n'était pas. Sinon, les outils sont là. Il y a un outil qu'on appelle le HCROM. À l'intérieur, nous avons toutes les entités, toutes les composantes sociales de notre pays, y compris les différentes parties de l'opposition. Et donc la société civile et la société coutumière qui travaillent pour cela. Et donc, dès le premier trimestre de notre élection, nous amorcions l'opérationnalisation de cette réconciliation. On va parler de cette insécurité que vous essayez d'éviter peut-être, mais c'est un vrai sujet qui s'invite dans le débat, dans cette campagne électorale. On l'a vu, on n'a pas besoin de faire de grandes études pour voir que le Burkina Faso, ces 5 dernières années, a connu de graves problèmes d'insécurité. Et pour être honnête, un peu comme tous les pays qui sont autour à peu près. Mais ce que l'on reproche à votre président, c'est de n'avoir pas suffisamment agi dans ce domaine. Non, c'est des reproches infondés parce que personne ne voudrait être en insécurité. Donc, cette reproche, elle est infondée. Et aussi, ce qu'il faudrait ajouter pour l'insécurité, c'est que quand nous sommes arrivés, nous sommes élus sur un programme, le PNDS, le Programme national de développement économique et social. Qui a endetté le pays, disent les opposants. Non, c'est pas tout cela, c'est pas totalement vrai. C'est pas vrai du tout parce que quand vous regardez l'insécurité, j'ai pris le PNDS pour vous expliquer notre plan national de développement économique et social. Quand nous avons fait ce programme, en entrée, nous n'avons pas l'insécurité comme une variable d'entrée.
l'insécurité est arrivée sur notre territoire de façon conjoncturelle. Donc, toutes les actions que nous avons menées contre l'insécurité, en tout cas sur la plage des 5 années, étaient des actions conjoncturelles. Par contre, en 2020, aujourd'hui, l'insécurité est quasiment devenue, comme vous l'avez expliqué, un élément structurel. Et nous avons programmé, en tout cas, un ensemble d'éléments pour remettre cela, comme la loi de la programmation militaire, qui est un ensemble d'éléments pour affronter la sécurité comme il se faut. Monsieur Ouédraogo, vous savez quoi? La question que celui qui nous écoute peut se poser, c'est de se dire, ce président a eu 5 ans pour gouverner ce pays. Pourquoi n'a-t-il pas fait ce qu'il promet de faire pour le second mandat? Non, il l'a fait. C'est ce que je vous disais, en fait. C'est-à-dire, sur les 5 ans précédents, en réalité, c'était un problème conjoncturel. C'est comme nous sommes assis là, face à face, et qu'il y a quelque chose qui arrive. Ce n'est pas prévu. On se doit de développer en tout cas des actions pour résister. C'est différent de quand on nous dit à la prochaine émission, cette même chose risque de se passer. C'est un peu cela. Sinon, nous avons aujourd'hui, par exemple, mis un ensemble d'éléments qui permettent de lutter contre l'insécurité. Si vous regardez les causes de l'insécurité, c'est quoi? C'est pas seulement... C'est la malgouvernance, la corruption grandissante, les villes non développées, la sous-éducation, c'est ça? Oui, exactement. Parmi ce que vous venez de citer, certaines causes sont effectivement des causes réelles, comme l'éducation et l'insuffisance de développement de ces régions. À ces questions-là, nous avons développé, en tout cas, des éléments pour répondre. Si vous prenez, par exemple, la ville de Dori et la partie septentrionale du pays, nous avons mis une université là-bas. Et dans le programme aussi, il y a un programme de relance des zones du Sahel. Donc, et en plus, à Djibo, par exemple, nous avons mis une nouvelle base militaire. Et il y a actuellement une vraie incubation, en fait, pour la relance économique de cette zone-là, pour empêcher, en tout cas, que les jeunes ne migrent vers ce groupe armé-là pour, en tout cas, des raisons financières. Zéphirin Diabré, donc le chef de file de l'opposition qui était arrivé deuxième lors de la présidentielle passée et qui bat campagne en ce moment et qui veut voir partir votre candidat, dit aussi que le MPP, votre parti, les membres de votre parti achètent le vote en ce moment. Alors, je vais me répéter parce qu'il est dans son rôle d'opposant. On ne peut pas... Déjà, nous avons mis un ensemble de... Il peut, par exemple, aller se plaindre si ça s'avère... Nous avons mis un ensemble de règles qui empêchent même la distribution, par exemple, de gadgets. Au niveau de notre code électoral, on ne peut plus, par exemple, aller donner tel truc, des gadgets, des casquettes. On peut déposer des sacs de riz au chef de village, par exemple. Mais ça, ce n'est pas en période de campagne seulement. Si moi, je vais voir mes parents, par exemple, je peux les apporter un sac de riz, je peux. Donc, il est inutile c'est des traitements de bas niveau, je dirais. Ce n'est pas vrai. C'est la première fois que la diaspora burkinabé va voter. Et vous êtes, par exemple, directeur de campagne du MPP ici en France. Est-ce que c'est facile de battre campagne en ce moment avec les mesures sanitaires qu'il y a, etc. ici? Alors, c'est vrai que quand on mettait nos outils de campagne, nous n'étions pas encore confinés. Effectivement, le confinement est arrivé. Et comme toute activité, il fallait s'adapter. Et donc, nous nous sommes adaptés. Nous n'avons pas un nombre très, très grand d'enrôlés. Nous sommes 807 en France. Nous nous sommes adaptés notre stratégie au confinement. Et nous sommes prêts pour le 22 novembre. Il y a 807 électeurs potentiels en France, c'est ça que vous êtes en train de dire? Et ils vont voter où? À l'ambassade ou au consulat? Ils vont voter à l'ambassade. Il y a en fait 2 bureaux de vote. Mais les 2 bureaux de vote seront concentrés à l'ambassade. C'est le lieu pour moi d'ailleurs de profiter en tout cas et inviter toute la diaspora en France de sortir massivement voter et ne pas se faire harakiri pour un droit que nous avons demandé et qu'aujourd'hui nous l'avons et de ne pas sortir l'exercer. Vous savez à quelle heure ça va commencer? Est-ce qu'il y a déjà des notes de service, des directives de la part de l'ambassade? Comment ça s'organise? Ah oui, sur ce niveau-là, effectivement, ça c'est assez très bien organisé. Et d'ailleurs, je profite aussi effectivement de votre plateau, remercier l'ambassadeur qui vraiment a suivi cette mise en place de près.
parce qu'il y a une note circulaire de l'ambassade qui est sortie, qui permet à toute personne, en tout cas, qui voudrait aller voter, se munir de cette note-là et aussi télécharger la fiche de sortie, cocher la case numéro 7, qui, je pense, c'est les sorties administratives et convocations judiciaires. Et donc, muni de sa carte électeur, on peut tranquillement voter. Et la plage horaire, c'est de 7h à 18h. Très bien. Donc, vous me dites là que tous les Burkinabés, en tout cas les 807 personnes qui se sont inscrites sur la liste électorale, pourront aller librement voter malgré les mesures prises en France. Ils pourront librement aller voter malgré les mesures prises en France parce que c'est diplomatiquement, comment dirais-je, cette situation a été gérée comme il faut. Très bien. Ce sera ma dernière question. À votre avis, quels seraient les signes qui pourraient vous faire dire que cette élection présidentielle du 22 novembre prochain a été bien organisée et par exemple, est un exemple dans la sous-région parce que ces dernières semaines, toutes les élections qu'on a vues dans la sous-région étaient un peu chaotiques? Merci. Je vous remercie pour cette question qui va même me permettre en fait de citer un pan en fait comment dirais-je, un crédit au niveau de la gouvernance du président Roch Marc Christian Kaboré. Parce que quand vous regardez, dans beaucoup de pays, effectivement, en partant aux élections, nous avons en fait des crises préélectorales. Et quand vous regardez, comme vous venez de les citer, au Burkina Faso, nous partons vers ces élections-là de façon sereine. Pour quand vous regardez l'ensemble des institutions, je dis bien l'ensemble des institutions qui concourent à l'organisation des élections au Burkina Faso ne souffrent d'aucune contestation. Vous prenez la commission électorale indépendante, aucune contestation, ni de la part du parti au pouvoir, ni de la part de l'opposition. Vous prenez le Conseil constitutionnel, aucune contestation de la part du pouvoir ni de la part de l'opposition. Vous prenez le fichier électoral qui vient de faire l'objet d'un audit international, aucune contestation. Donc l'ensemble des éléments en entrée concourent à des élections libres, transparentes au Burkina Faso et acceptées vraiment par tous. Et cela, c'est un crédit à mettre au président, à mettre au crédit de la gouvernance du président Roch Marc Christian Kaboré. Très bien, Moussa Ouedraogo, merci beaucoup. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes secrétaire chargé de la stratégie et des questions électorales du MPP France. Vous êtes aussi directeur de campagne donc du MPP France. Le MPP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le parti du président Roch Marc Christian Kaboré qui sollicite donc un second mandat au Burkina Faso. L'élection a lieu le 22 novembre et c'est la première fois que la diaspora burkinabé vote ici en France en tout cas et un peu partout d'ailleurs. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci beaucoup, M. Parizeau. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme, évidemment sur Télé Sud.